Au sommaire de cette édition, violent combat entre l'armée et les Chebab dans une ville frontalière de la Somalie et du Kenya ce lundi. On déplore au moins 12 morts. Réclamées par l'opposition, les élections locales en Guinée ne devraient pas avoir lieu d'ici la fin de l'année. Ces élections étaient attendues depuis 2005. Enfin, le Japon a salué les nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, adoptées à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En République centrafricaine, plus précisément à Bata-Kanfo, de nouvelles violences ont éclaté jeudi dernier. Le bilan fait état d'au moins 6 personnes tuées. Voici le récit des faits. Nouvelle éruption de violence à Bata-Kanfo, une ville située dans le nord-ouest de la Centrafrique. Au moins 6 personnes ont été tuées lors des combats. Ils ont éclaté suite au meurtre d'un journalier travaillant pour une organisation humanitaire. À Bata-Kanfo, plus de 28 000 personnes sont désormais privées d'aide humanitaire suite au retrait des ONG présentes sur place. Les populations se retrouvent donc sans eau, sans hygiène et sans assainissement. Bata-Kanfo est en proie à un regain de violence depuis fin juillet, lorsque de violents combats entre des hommes non identifiés ont fait 24 morts et provoqué la fuite des habitants de la région. La République centrafricaine peine à sortir du conflit qui a commencé en 2013 avec le renversement du président François Bozizé par l'ex-rébellion de la Seleka, entraînant une contre-offensive des milices anti-Balaka. Selon les Nations Unies, la moitié des 4,5 millions de Centrafricains dépend de l'aide humanitaire. Plus de 600 000 personnes ont été déplacées dans le pays au mois d'août. On reste dans ce même registre. De violents combats ont éclaté ce lundi dans une ville frontalière de la Somalie et du Kenya, Belad Awo, proche de Mandera. Dans l'après-midi de ce lundi, un attentat à la voiture piégée a eu lieu dans le centre de Mogadiscio. Les images. C'est à 5 h ce lundi matin que de violents échanges de tirs ont commencé à être entendus dans la localité de Belad Awo. Une ville somalienne qui est séparée de la jumelle kenyane Mandera par une rue commerçante où passe la frontière. Ces tirs d'armes légères ont été précédés de l'explosion d'une voiture piégée contre une caserne. Des habitants ont alors signalé que des djihadistes Chebab avaient pénétré dans la ville. D'après les autorités kenyanes, 180 soldats somaliens ont alors fui vers le Kenya en traversant la frontière avec une vingtaine de blessés, dont une douzaine de civils. Selon des témoins, les combats ont duré 5 heures. Les islamistes ont fini par faire flotter leur drapeau sur un bâtiment administratif, mais des hélicoptères de l'armée kenyane sont finalement parvenus à repousser les insurgés hors de la ville en fin de la matinée. Grosse frayeur donc côté kenyan dans cette région où les incursions des Chebab sont fréquentes. L'année dernière, des commandos islamistes infiltrés depuis la Somalie avaient perpétré plusieurs massacres la nuit dans les campements d'ouvriers autour de Mandera. Le Kenya avait alors annoncé la construction d'un mur pour protéger sa frontière, un chantier qui n'est toujours pas terminé. Un nouvel attentat à la voiture piégée a eu lieu dans l'après-midi sur une artère centrale de Mogadiscio. De la Somalie, rendons-nous en République démocratique du Congo où l'enregistrement des électeurs dans le Kasaï débute en principe ce mardi. Et selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, l'opération va durer 90 jours, soit 3 mois comme pour les autres provinces. L'opération devrait prendre fin entre décembre 2017 et janvier 2018. Ceci implique un nouveau report de la présidentielle. Face à
cet état de choses, l'opposition appelle à la publication d'un chronogramme des scrutins et exige également la mise sur pied d'une période de transition sans le président Joseph Kabila, dont le second mandat a expiré en décembre 2016. Située au centre de la République démocratique du Congo, la région du Kasaï a été le théâtre de violences meurtrières qui ont fait des milliers de morts et plus d'1 million de personnes déplacées. Élections locales en Guinée équatoriale, je l'annonçais en titre, le pays ne semble toujours pas sorti des difficultés. Les discussions dans le cadre de l'organisation du scrutin tâtonnent. Conclusion, les élections ne pourront se tenir d'ici la fin de l'année. Réunion lundi du comité de suivi du dialogue inter-guinéen. Il en ressort que les élections locales en Guinée, attendues depuis 2005, ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Pourtant, elles sont ardemment réclamées par l'opposition. En vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée, des élections locales, les premières depuis 12 années, auraient en effet dû se tenir en février. Mais les discussions sur le calendrier patinent, malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect des 10 accords. La Commission électorale nationale indépendante a présenté lors de la réunion de suivi lundi ses grandes lignes de l'avant-projet de chronogramme. Ce calendrier prévoit un délai de 120 jours à partir d'une date qui reste à déterminer, ce qui amène en 2018. Des incertitudes liées au financement de ce scrutin sans cesse reporté subsistent, la CENI ne disposant que d'un tiers du budget nécessaire pour l'organiser. À un mois de l'anniversaire de l'accord prévoyant la tenue de ces élections, il y a encore beaucoup de dispositions non appliquées. L'opposition accuse le gouvernement d'un manque de volonté politique. Malgré la richesse de son sous-sol au bauxite, or, diamants et minerais de fer, plus de la moitié de la population de Guinée vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 euro par jour. Allons à présent au Bénin où offrir de l'eau potable aux populations, surtout celles des milieux ruraux, préoccupe la Fondation Adjavon Sébastien Germain et son partenaire, l'association Michel Gestin pour l'enfance. Entre 2015 et 2017, une douzaine de points d'eau ont été réalisés. Retour ici sur la cérémonie de mise en service d'un de ces nombreux points d'eau dans la commune de Tori, dans le département de l'Atlantique. Il y a quelques jours encore, racontent les habitants de petites localités dans les départements de l'Atlantique au Bénin, l'eau était une denrée rare pour les populations. Trouver de l'eau pour les besoins de la famille était une réelle corvée, surtout pour les femmes. Elles devaient marcher sur des kilomètres pour aller chercher ce liquide précieux à la rivière ou le tirer péniblement des puits. Dans la commune de Tori, les villages Khessa et Wonou en sont délivrés. Grâce à la Fondation Adjavon Sébastien Germain et surtout son partenaire, l'association Michel Gestin pour l'enfance, cette peine fait partie du passé. L'extension pour l'AEV d'Avodonto et la bonne fontaine d'Avodonto a couvert plus de 1200 mètres. Celle de Manguévier fait plus de 700 mètres et celle de Wonou fait 800 quelque chose mètres. Mais vous n'avez pas rechigné, vous avez accepté. Et sans tarder, en l'espace d'1 mois, vous nous aviez offert l'eau à Avotonto en décembre dernier. Et nous sommes actuellement au mois de septembre et vous êtes là encore pour nous offrir de l'eau dans les localités de Khessa et de Wonou. Je n'ai pas assez de mots pour vous en dire merci. Je voudrais vous prier de ne pas vous sentir fatigué, que je revienne en vous disant chaque fois merci. À l'instar de tous les peuples, l'eau potable est un besoin essentiel pour le bien-être des populations au Bénin. Sa fourniture contribuera également à la réalisation du point 6 des cibles 6A et 6C de l'objectif de développement durable. Le point d'eau de Wonou a coûté 3 752 400 francs CFA et celui de Khessa où nous sommes 3 640 300 francs CFA, soit au total 7 392 300 francs CFA pour les deux réalisations. Nous comptons sur vous, chère population, pour entretenir ces points d'eau.
Grâce au duo que constitue la Fondation Adjavon Sébastien Germain et son partenaire Michel Gestin pour l'enfance, une douzaine de points d'eau ont été construits entre 2015 et 2017 au profit des communautés à travers tout le pays. Voilà, donc, alors moi, ce qui m'a marqué ici, quand je suis venu, quand je suis venu la première fois, j'ai rencontré un petit garçon, un tout petit garçon comme ça, avec un seau sur la tête. Et quand j'ai vu l'eau, qui avait la couleur de la terre, franchement, j'avais un petit peu mal au cœur, j'avais mal aux tripes. Et je lui ai dit, bah, tu vas m'amener dans ta maison voir ta maman. Et puis on est allé voir sa maman et d'avoir des explications, comment d'une eau comme ça, on pouvait la rendre un peu plus claire. On m'a expliqué, on mettait quelques produits quelquefois, mais j'ai trouvé ça terrible. Par ces actions, la Fondation Adjavon Sébastien Germain et l'association Michel Gestin pour l'enfance sont en phase avec les Nations Unies en ce qui concerne l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. En interactualité, en Grande-Bretagne, la mise en œuvre du Brexit a franchi une première étape législative au Parlement dans la nuit de lundi à mardi. Le projet de loi gouvernemental destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni a été approuvé. Après plusieurs heures de débat, alors que 290 élus ont voté contre, les députés de la Chambre des communes ont voté à 326 voix pour ce test crucial dans le processus de sortie du pays de l'Union européenne. Le projet de loi doit désormais être étudié dans le détail par la Chambre des communes en comité. Étape au cours de laquelle sera livrée une bataille pour amender ce test qui fait polémique en raison de l'étendue des pouvoirs qu'il octroie à l'exécutif. Baptisé loi de retrait de l'Union européenne, le test vise à abroger l'European Communities Act de 1972 qui avait marqué l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne et introduit la primauté du droit communautaire sur le droit britannique. À présent, il doit transposer tel quel ou amender une grande partie des lois européennes dans le droit britannique. De façon concrète, cette loi doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura effectivement coupé le cordon avec l'Union européenne fin mars 2019, théoriquement. Ce sera à l'issue du processus de négociation avec Bruxelles. Son passage devant le Parlement constitue donc une des grandes étapes dans la mise en œuvre du Brexit après le référendum historique sur l'Union européenne du 23 juin 2016 et l'activation fin mars de l'article 50 du traité de Lisbonne qui a officiellement déclenché la procédure de divorce. Et puis le Japon salue le vote unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur d'une nouvelle batterie de sanctions contre la Corée du Nord, lesquelles sanctions interdisent à la Corée du Nord ses exportations de textiles et réduisent ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Les détails. À l'initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité ce lundi une nouvelle batterie de sanctions contre la Corée du Nord. Cette 8e série de mesures, soutenues par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre dernier. Le Japon se félicite que cette résolution ait été adoptée à l'unanimité et rapidement seulement, une semaine après le test nucléaire. Les provocations de la Corée du Nord représentent une menace grave et directe pour la paix et la stabilité dans la région et du pays. La résolution de l'ONU renforce la pression sur la Corée du Nord à un niveau sans précédent, ce qui montre clairement la volonté de la communauté internationale de forcer la Corée du Nord à changer sa politique. C'était une résolution extrêmement forte, stricte. À cause des sanctions, les recettes de la Corée du Nord en monnaie étrangère par les exportations vont diminuer de 90%. C'est important que nous mettions la résolution en place. Par ces sanctions, l'ONU veut pousser Pyongyang à négocier ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel, jugés menaçants pour la stabilité mondiale. En ce qui la concerne, la Corée du Nord a exprimé son opposition aux nouvelles mesures. Elle a averti les États-Unis qu'elle leur infligerait la plus grande des souffrances et des douleurs s'ils persistaient à vouloir que l'ONU durcisse les sanctions à son encontre.
Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.